Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière soirée déjà du festival Astrovergne. C'est passé très vite pour nous tous. Astrovergne, je vous l'ai dit le premier soir, c'est deux associations, Infiniscience, que je préside, qui est une association clermontoise, et Astrojeunes, qui est présidée par Romain Artigue. Et je pensais que c'était sympa ce soir que Romain, le président, vienne vous dire 2-3 mots sur cette assoce qui fait plein de choses pour les enfants. Bonsoir tout le monde. Donc j'ai encore de la pizza entre les dents, donc désolé, c'est un peu précipité ce soir. Donc Astrojeunes, c'est une petite asso qu'on avait montée à l'époque avec plusieurs astrophysiciens. On s'était rencontrés tous en thèse à Toulouse. À l'époque, on était jeunes, donc on a appelé cette asso Astrojeunes pour d'autres raisons aussi. Et initialement, on faisait des activités que pour les enfants, donc pour des jeunes, mais en fait, au fur et à mesure, on a vieilli, on a fait les activités pour tout le monde. Donc là, on contribue scientifiquement au festival Astrovergne, mais on s'occupe aussi de l'école d'astronomie. C'est ce qu'on a fait ces trois dernières journées, tous les matins, au centre de loisirs, etc. Juste à côté, on leur a fait bricoler pas mal de choses pour qu'ils puissent être autonomes. Si un jour il y a une coupure d'électricité, ils pourront savoir quelle heure il est avec un cadran solaire, par exemple. Ça peut arriver. Voilà, donc merci à Astrovergne et à tous les chamaliers rois et les locaux de nous accueillir avec autant de bienveillance, d'être présents derrière la buvette, parce qu'en fait, quand nous on a terminé avec les enfants, vous avez vu qu'on passait derrière le bar et on s'éclate comme ça, à partager avec vous de manière à la bonne franquette, comme on dit, un festival qui est qualitatif, mais assez simple et qui le restera, je pense. Donc merci à tous et merci Nicolas. Et pour l'anecdote, là en fait il y a Nicolas, il y a moi, il y a Agnès, on s'est tous rencontrés alors qu'on était en doctorat à Toulouse, à l'IRAP. C'est une coïncidence, croyez pas qu'on fait que se recruter entre nous, hein. C'est pas du tout, c'est une vraie coïncidence. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde et bonne conférence. Merci Romain. Je voudrais remercier deux personnes aussi ce soir, j'en remercierai beaucoup. C'est Denis et Evelyne qui nous prêtent les deux maquettes là. Alors si vous ne savez pas qui sont Denis et Evelyne, c'est ça, je me trompe pas, Denis et Evelyne, c'est des gens qui sont habillés en astronautes. Donc je vois qu'il y a des jeunes dans la salle. Si vous voulez prendre des photos avec des, on va dire quoi, des astronautes analogues, n'hésitez pas, ils restent là même après la conf. Voilà, je vais remercier aussi tous les bénévoles du festival Astrovergne, donc les gens d'Infiniscience. Je vais essayer de pas en oublier, en commençant par Nicolas qui nous a vraiment beaucoup aidé tout au long de cette édition. Jean-Jacques, qui est le trésorier, qui a géré les pizzas ce soir. Même si on a eu un souci, il a vachement bien géré les pizzas. Je vais continuer avec Bernard, qui est vraiment celui qui fait qu'on arrive à avoir toute cette scène ici. Dominique, évidemment, le vice-président d'Infiniscience, qui fait que nous, on est des astrophysiciens, hein, Romain l'a rappelé, on n'a aucune connaissance en lumière, en son, mais Dominique, lui, maîtrise ça, et donc c'est grâce à lui qu'on a cette belle salle ce soir. Qui c'est que je vais remercier encore? Je veux pas en oublier. Tous ceux d'Astrojeunes, donc Lauriane, Arnaud, Fabien, Yann, qui a animé la table ronde tout à l'heure. Il va falloir m'aider, Romain, je sais pas s'il est toujours là. Yann, qui c'est que j'ai oublié? Guido, évidemment, qui a fait la conf le premier soir. Romain Charles, qui a fait la conf le deuxième soir. Fabien, je l'ai dit. Je pense qu'on est bon. Et ceux que j'ai oubliés, comme ça au moins c'est réglé, mais ce serait dommage de ne pas les citer. Voilà, tous ceux qui ont fait que ce festival était possible. Merci à la mairie de Chamalières qui nous prête cette très belle salle. Merci au département du Puy-de-Dôme qui nous aide, et notamment Marianne Marchy, à la région qui nous soutient. Voilà, je reparlerai à la fin pour vous donner les dates de l'an prochain, comme ça vous pourrez les noter sur votre calendrier. C'est vrai qu'en com on fait de notre mieux, mais c'est pas évident, donc on va vous donner les dates maintenant, vous les garderez pour l'an prochain. Et remercier l'association Le Projecteur qui a filmé 2 de nos conférences, celle de Guido et qui va filmer ce soir celle de notre conférencière. Et c'est un très beau lien pour justement présenter la conférencière. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Agnès Cousin. Alors Agnès Cousin, il faut savoir qu'elle a un métier qui est assez fantastique. Je pense que dans cette salle, je vois plein d'enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'aller piloter un robot sur Mars. Agnès Cousin, c'est celle qui le fait pour de vrai. Et elle le fait en France, elle va vous expliquer pourquoi ça se fait en France. Elle a fait sa thèse à Toulouse, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie donc de Toulouse, du coup, à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Ensuite, elle est partie à Los Alamos pour faire un CDD, c'est ce qu'on appelle un postdoc. Et puis, elle a été ensuite embauchée par la France, parce que c'est bien quand la France, elle retient les talents. Et Agnès, elle est revenue en France à ce moment-là. Elle est maintenant astronome à l'Observatoire Midi-Pyrénées, où elle est en charge, justement, de piloter ces robots Curiosity et Perseverance. Et elle est même PI, ou enfin, elle est responsable, ou co-responsable, en tout cas, d'un instrument sur Perseverance. J'ai oublié le nom. Chemcam, c'est ça? Supercam. Tu en parleras?
Super. Voilà, donc c'est quand même, on est vraiment heureux de l'accueillir, on est très fiers de l'accueillir ici à Chamalières. Merci beaucoup Agnès d'avoir accepté notre invitation et je vais te laisser la parole pour nous parler de l'exploration de Mars et du robot Persévérance. Voilà, Agnès Cousin, mesdames, messieurs. Merci à vous d'être venus. Je voudrais remercier Nicolas pour l'invitation et remercier les associations pour cette belle organisation. Voilà, je suis très contente d'être parmi vous. Et voilà, entre la thèse à Toulouse et ici à Chamalières, le monde est très petit. Donc moi, comme Nicolas l'a dit, j'ai la chance de faire un métier merveilleux. Je vais essayer de vous le transmettre un petit peu. Alors en 1 heure, j'ai pas beaucoup le temps d'aborder tous les sujets. Je pense que vous pourrez venir me poser des questions après. Ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est pourquoi est-ce qu'on va étudier Mars, et je vais vous donner un petit peu un overview, un aperçu de la mission Persévérance. Voilà. Donc, quand vous voyez Mars actuellement, alors ça c'est une image prise par le rover Curiosity, ça ressemble à ça en fait, c'est un désert. Et quand vous voyez ça, vous pouvez peut-être vous demander, mais pourquoi on envoie des missions sur Mars en fait on parle de la recherche de traces de vie sur Mars. Quand vous voyez ça, effectivement, un désert, ça fait pas rêver. On se dit mais ça sert à rien d'aller sur Mars, c'est un désert. Effectivement, l'atmosphère est très ténue sur la Terre. C'est par exemple c'est 1 bar d'atmosphère. Sur Mars, c'est que 6 millibars. Il fait très très froid. La température moyenne sur Mars, c'est moins 60 degrés. Il n'y a pas d'eau liquide, comme vous pouvez le voir ici, mais n'importe où vous allez regarder sur Mars, c'est comme ça. Il n'y a pas d'eau liquide. Et il n'y a pas d'activité géologique. Par exemple, il n'y a pas de volcan en activité, il n'y a pas de tectonique des plaques, il se passe rien sur Mars. Voilà. Mais en fait, on va voir Mars, on va regarder Mars quand même parce qu'on sait que il y a quelques millions, voire même plutôt milliards d'années, Mars était différente. Elle ressemblait beaucoup plus à la Terre. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte que je vous disais tout à l'heure, Mars, elle est à peu près 2 fois plus petite que la Terre. L'atmosphère est très fine, 6-7 millibars, et surtout l'atmosphère, même si elle est fine, elle est quand même très différente de l'atmosphère terrestre, parce qu'elle est faite principalement de gaz carbonique, de CO2. Donc, en plus, déjà, il n'y a pas assez d'atmosphère pour pouvoir la respirer, mais en plus, c'est pas un gaz que notre organisme pourrait prendre en compte. Et aussi, très important, un jour sur Mars, ça dure un petit peu plus longtemps que sur Terre. C'est entre 24h30, 24h40. Donc des fois, ça pourrait nous être utile d'avoir une journée un petit peu plus longue pour faire tout ce qu'on aimerait faire. Mais sur Mars, c'est possible. Ici, c'est une image topographique de Mars, et vous pouvez voir que la partie nord de Mars, l'hémisphère nord de Mars, en fait, est un peu moins élevé en altitude que l'hémisphère sud. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on sait pas trop pourquoi c'est comme ça en fait sur Mars. On a les données, on l'observe, il y a plusieurs théories, mais on n'a pas encore de conclusion vraiment pourquoi l'hémisphère nord de Mars est topographiquement plus basse que l'hémisphère sud. Ça, on sait pas trop. Mais tout ce qu'on sait, c'est que quand on regarde ce genre d'image, je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur, vous voyez ce genre de réseau. En fait, c'est des réseaux de vallées qui sont asséchés. Ça, c'est des images qui ont été prises des satellites qui tournent autour de Mars. Et si vous regardez des images satellites qui sont prises par exemple au Yémen, sur Terre, vous allez voir exactement le même genre d'image en fait, des réseaux de vallées qui sont asséchés. Donc il fut un temps, il y a de l'eau qui a coulé là-dedans, dans un fleuve ou une rivière, avec des réseaux plus ou moins dendritiques, des méandres, etc. Et sur Mars, on observe ça. On observe aussi c'est ce qu'on appelle un delta. Donc c'est un fleuve ou une rivière qui va se jeter dans un lac ou dans une mer et qui va charrier tous les sédiments qui étaient transportés par l'eau, par la rivière ou le fleuve, qui vont se déposer dans le lac ou à l'entrée de la mer. Mais sur Mars, on voit ça, et quand on voit ça, alors il y en a qui ont fait des calculs quand même. Est-ce que ça a été formé par de l'eau ou est-ce que c'est formé par un autre liquide? Et en fait, c'est formé par de l'eau. Et du coup, on essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant il y a plus d'eau liquide sur Mars alors que il y en avait avant, donc un changement climatique ou quelque chose?
Ce qu'on voit Mars actuellement, si vous voyez ce diagramme, c'est la pression en fonction de la température. Comme je vous disais tout à l'heure, la pression de l'atmosphère martienne, c'est environ 6 millibars. Les températures sont négatives, en moyenne moins 60. Et on se trouve dans cette position du diagramme, là où l'eau, en fait, elle peut pas être liquide. C'est impossible physiquement. Si on la trouve, ça sera sous forme de glace. Si on a vu ces réseaux de vallées asséchés comme je vous montrais tout à l'heure, ça veut dire qu'avant, on devait être dans la zone où l'eau était liquide. C'est-à-dire que la température devait être supérieure à 0 déjà, et la pression bien plus élevée. Et du coup, on essaye de s'imaginer peut-être que Mars, en fait, il y a 3,5, 3,6 milliards d'années et plus, devait ressembler un petit peu plus à ça. Alors en fait, dans la communauté martienne, on n'en est même pas si sûr. Il y a différentes théories. Il y a des équipes qui pensent que oui, Mars était comme la Terre actuellement, il y a 3,5 milliards d'années. Où on se dit, en fait, non, il n'y avait pas forcément besoin que que Mars ressemble à la Terre. Peut-être que, en fait, c'était principalement des glaciers et que 4 mois, 5 mois, 6 mois dans l'année, les glaciers fondaient et en fait, ça suffirait pour créer ces réseaux de vallées. On n'a pas encore la réponse et c'est pour ça qu'on envoie toutes ces missions sur Mars. Alors en plus, pas seulement pour étudier le réchauffement climatique, enfin le changement climatique martien, essayer de comprendre vraiment l'évolution globale de la planète. Et on a encore plein de réponses à chercher et des nouvelles questions qui vont arriver au fur et à mesure. Une autre chose aussi qui nous intéresse sur Mars, c'est que, alors tout en haut à gauche, vous voyez que c'est une image cartographique très 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 simplifiée de Mars. Vous voyez que la moitié des terrains sont en violet. Ça correspond à des terrains qui sont plus vieux que 3,6 milliards d'années. Sur Terre, les terrains plus vieux que 3,6 milliards d'années, vous les avez représentés ici avec des petites pastilles violettes. Ils sont très compliqués à observer, ils ont quasiment disparu parce que sur Terre, déjà il y a la vie, il y a nous, il y a les océans et surtout il y a l'activité géologique de la planète avec la subduction, etc., qui crée de la croûte non-stop. Et du coup, ces terrains très très anciens qu'on a sur Terre, quand on a la chance de pouvoir les observer, ils ont subi plein de déformations parce qu'il y a les chaînes de montagnes qui sont créées, etc. Donc, quand on arrive à les observer, on va pas observer la même chose que ce que c'était il y a 3,6 milliards d'années. Alors que sur Mars, il s'est rien passé depuis 3,6 milliards d'années. Les roches, elles nous attendent à la surface. Et du coup, c'est parfait pour aller étudier vraiment les terrains anciens, alors de Mars et du coup, un peu des planètes du système solaire. Une autre façon de voir la chose, c'est que sur Terre, donc ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, nous on peut voir surtout les terrains les plus récents sur Terre à cause de la vie et de la tectonique des plaques, etc. Alors qu'on sait que sur Terre il y avait de l'eau quasiment dès le départ et les premières traces de vie elles sont apparues autour de 3,7 milliards d'années avec ce qu'on appelle les stromatolithes qui sont des espèces de lits de bactéries qu'on retrouve fossilisés dans les roches. Et c'est justement ce genre de terrain auquel on a accès sur Mars. Et on sait qu'il y avait de l'eau à cette époque-là aussi sur Mars. Donc si on fait un peu l'analogie, il y avait de l'eau sur Mars, il y avait de l'eau sur Terre. Sur Terre, il y avait la vie. La question qui arrive, c'est est-ce qu'il y avait de la vie aussi sur Mars ? Et ça tombe bien parce que ces terrains très très anciens, on y a accès sur Mars, chose qu'on n'a pas trop accès sur Terre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va étudier Mars, en fait, essayer de comprendre. Alors, est-ce qu'il y avait la vie, bien sûr, mais aussi comment était Mars et qu'est-ce qui fait que maintenant Mars a autant changé, pourquoi c'est un désert maintenant. Voilà, donc les grands objectifs de l'exploration martienne, les objectifs se divisent en trois grands axes. Il y a le potentiel biologique, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait également la vie sur Mars il y a 3,7 milliards d'années? Le climat d'hier et d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce climat a changé? Et là, j'ai bien sûr la géologie de surface et aussi la géologie interne de la planète, parce que pour comprendre une évolution éventuelle, il faut comprendre comment elle est formée, cette planète. Donc l'objectif numéro 1, c'est on va chercher l'eau sous toutes ses formes, et ça c'est ce qui a poussé les missions des années 90-2000. Toutes les missions qui ont été envoyées sur Mars, en tout cas in situ, c'était rechercher l'eau sous toutes ses formes. C'est est-ce qu'on trouve des traces de minéraux, de roches qui se forment forcément
en présence d'eau. Déjà, c'était pour prouver que ce qu'on voyait d'après les images orbitales, est-ce que c'est vraiment de l'eau qui a coulé dans ces réseaux fluviatiles. Ensuite, on est passé à un deuxième objectif qui était la recherche de l'habitabilité passée et les préservations de traces. Alors l'habitabilité passée, je pense pas que j'y revienne dans la présentation. Ça, c'était l'objectif principal de la mission Mars Science Laboratory avec le robot Curiosity. On va fêter ses 11 ans le 6 août prochain, donc le robot fonctionne toujours très très bien. Et l'habitabilité passée, en fait, c'est on va chercher est-ce que tout était réuni pour que la vie puisse se développer. Donc on va pas chercher les traces de vie, mais on cherche à savoir si l'eau elle était trop salée, trop acide, trop chaude, trop froide, etc. C'est comme si vous, quand vous voulez faire un gâteau au chocolat, vous allez chercher d'abord si vous avez de la farine, des œufs, du chocolat et du lait ou je sais pas quoi d'autre. Ça veut pas dire que vous allez faire le gâteau, mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et le troisième objectif, donc ça c'est principalement, c'est l'objectif principal de la mission Persévérance, c'est chercher les traces de vie. Parce que l'habitabilité passée, en fait, on l'a démontré avec Curiosity. On a démontré que le cratère où le rover a atterri avait accueilli un lac avec une eau stable pendant longtemps, etc. Et une eau avec des bons paramètres, quoi. Pas trop acide, pas trop froide, pas trop chaude, etc. En parallèle de ces grands objectifs scientifiques, on a deux autres objectifs plutôt de planétologie. Donc déjà, c'est la planétologie comparée. En regardant Mars, on regarde un petit peu le passé de la Terre, parce que c'est Mars et la Terre, c'est deux planètes telluriques qui sont pas si loin l'une de l'autre, parce que c'est quand même des planètes voisines. Et ces terrains très anciens, nous sur Terre, comme je disais, on n'y a plus accès. Sur Mars, ils sont là, ils nous tendent les bras presque. Et le dernier objectif, c'est préparer l'arrivée de l'homme sur Mars si on y arrive un jour. Vous avez vu la présentation peut-être de Romain Charles hier, mais ça a toujours été dans l'esprit des missions robotiques martiennes. Préparer l'arrivée de Mars, de l'homme sur Mars. Et par exemple, on a toujours des instruments qui vont mesurer un peu ce que moi j'appelle la météo sur Mars, la vitesse des vents, les températures, la pression, et surtout analyser les petites particules qui peuvent se promener dans l'atmosphère. Donc en fait, les petites poussières, essayer de bien les comprendre ces poussières, parce que si un jour on emmenait des hommes sur Mars, leurs scaphandres et tout, faudrait être sûr qu'ils puissent filtrer ces petites poussières, sinon les poumons ils seraient pas très contents. Donc voilà, donc toutes ces missions martiennes ont été un peu conduites par ces différents objectifs. Pour revoir un petit peu l'overview des missions martiennes depuis les années 2000, donc vous avez les missions Spirit Opportunity qui datent des années 2000, début 2000. Bien sûr, il y en avait avant, il y avait je vais pas trouver ça, Viking dans les années 70, il y avait Pathfinder dans les années 90. Après, il y a eu une grosse pause et on est reparti dans les années 2000. Il y a eu Curiosity dans les années 2011. Ça, c'était le décollage, l'atterrissage en 2022. Et voilà, là, il y a Persévérance. Et là, vous voyez un peu ce que je disais tout à l'heure. Les objectifs premiers, c'était suivre les traces de l'eau, prouver. Alors ça, c'était vraiment avec Spirit et Opportunity, prouver que il y a eu des roches qui se sont formées vraiment au fond d'un lac ou grâce à des rivières, etc. Curiosity, qui était plutôt rechercher les traces de l'habitabilité passée. Phoenix, qui s'est posé un petit peu plus haut en latitude et qui a montré qu'en fait, sous quelques centimètres de poussière, en fait, il y avait de la glace d'eau sur Mars. Et voilà, et Persévérance maintenant. Bien sûr, dans le futur, alors je vous parle pas des satellites parce que sinon ça pourrait faire tout l'objectif de la présentation, mais dans le futur, parce que c'est bien beau d'envoyer des robots sur Mars, mais ça reste que des robots, et du coup on peut pas analyser en détail vraiment les roches comme on aimerait le faire sur Terre. L'objectif, c'est de faire un retour d'échantillon. Là, c'est ce que vous avez appelé ici, je crois, Sample Retrieval Lander, qui est censé partir dans les années 2028 avec les Américains et les Européens, et les Chinois aussi qui ont leur propre mission vers la fin des années 2020, début 2030. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc entre Persévérance et Curiosity, en fait, on utilise l'héritage de ce qu'on a appris avec Curiosity. Donc les deux missions, c'est les missions NASA. Et comme Curiosity fonctionnait très très bien, très peu de temps après l'atterrissage, les Américains se sont dit, allez, on fait une deuxième mission. Pas exactement comme Curiosity, mais on va réutiliser le châssis du rover de Curiosity, comme ça c'est beaucoup plus simple à mettre en place.
et l'innovation, parce que je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Ce qui est important de voir aussi, c'est que les différents robots qui sont allés se poser sur Mars, ils vont aller explorer des terrains assez différents. Jusque-là, avec Persévérance, c'est Persévérance qui étudie les terrains les plus anciens de Mars à l'heure actuelle. Curiosity, au tout début de sa traverse, a étudié des terrains très très anciens, et là, il est arrivé en haut d'une montagne qui représente des terrains sédimentaires relativement récents. Opportunity et Spirit a observé des terrains assez sédimentaires et assez récents. Vous avez peut-être entendu parler du robot chinois Zhurong, qui s'est Zhurong, il s'est posé 2 mois, c'était au mois de mai, février, mars, avril, 3 mois après Persévérance, qui a fonctionné très bien pendant quelques mois, et là qui est rentré en hibernation. Et ExoMars peut-être bientôt pour fin 2020-2030, qui ira quand même analyser les terrains les plus anciens de Mars, donc en espérant que ça fonctionne un jour. Donc la mission Persévérance, vraiment les grands objectifs, je vous les avais déjà un petit peu dit tout à l'heure. Bien sûr, c'est l'exploration géologique, parce que c'est un peu la base. Si on observe des roches, même si l'objectif principal c'est d'aller rechercher les traces de vie, ça veut rien dire si on comprend pas le contexte géologique des roches qu'on analyse pour la recherche de vie. Bien sûr, la recherche de vie et l'habitabilité passée. Donc là, c'est une photo de stromatolite comme on a sur Terre. Quand on dit qu'on recherche les traces de vie passée de Mars, je pense pas qu'on trouve ce genre de roches, ou alors on sera très 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 content. Ce qu'on va essayer de voir, c'est des indices comme quoi il y aurait qu'il y aurait eu de la vie sur Mars. Donc préparer le retour d'échantillons, comme je disais tout à l'heure, à la fin des années 2020, il y aura ce qu'on appelle Mars Sample Return, donc la mission pour ramener des échantillons qu'aura prélevé Persévérance pour les ramener sur Terre. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la présentation. Mais l'objectif vraiment, c'est de collecter une trentaine d'échantillons, dont une petite vingtaine retourneront sur Terre pour les analyser en laboratoire. Et préparer l'exploration humaine future. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours avec la météo, etc. Sauf que Persévérance, il a un nouveau petit instrument qui s'appelle MOXIE. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu le film Seul sur Mars, mais l'astronaute, il essaye de faire pousser des pommes de terre dans son champ artificiel, et il a une petite machine, d'ailleurs qui explose à un moment, si je me rappelle bien. Et en fait, il transforme le CO2, donc l'atmosphère martienne, en oxygène pour faire pousser ces pommes de terre. Et en fait, MOXIE, c'est ce qu'il fait. En fait, c'est un instrument vraiment pour voir si ça peut fonctionner, si c'est rentable au niveau énergétique sur Mars. Mais est-ce qu'on est capable de fabriquer de l'oxygène in situ sur Mars pour un jour, si jamais on envoie des astronautes, ça fera toujours ça de moins à emmener de la Terre. Voilà. Donc le lancement, en fait, c'était le 30 juillet 2020 et l'atterrissage a eu lieu le 18 février 2021. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans qu'on a fêté. Ça fait quelques mois qu'on a fêté les 2 ans de l'atterrissage de Persévérance. Donc le décollage, c'était depuis les États-Unis, depuis la Floride, depuis Cap Canaveral. Et alors malheureusement c'était période Covid, donc on n'a pas pu assister au décollage tous en personne comme on avait fait avec Curiosity. Et l'atterrissage c'était toujours un petit peu Covid, du coup on était chacun dans son laboratoire, et pour mon équipe à Toulouse, on était à Toulouse. L'atterrissage, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, parce que en fait on peut pas communiquer en direct avec la sonde au moment de l'atterrissage. En fait, on peut jamais communiquer en direct, même avec le rover maintenant qu'il est sur Mars, c'est jamais du direct. Si vous imaginez un joystick, malheureusement c'est pas comme ça, parce qu'il il faut du temps pour communiquer avec la planète Mars, et du coup tout se fait en automatique pour l'atterrissage. Et du moment où la sonde commence à toucher l'atmosphère jusqu'à l'impact ou l'atterrissage avec la surface, il se déroule environ 7 minutes. Et donc on reçoit quand même des signaux comme quoi le bouclier thermique s'est bien ouvert, comme quoi le parachute s'est bien ouvert, mais c'est 20 minutes plus tard. Donc si l'atterrissage s'est mal passé, dans tous les cas c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les 7 minutes de terreur.
Et en fait, c'était assez innovant par rapport à Curiosity. Donc, ça utilisait un peu la même technique, hein, avec une traversée de l'atmosphère, avec un bouclier thermique pour protéger le rover de la chaleur. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère sur Mars, quand il arrive, quand la sonde arrive, ça va quand même très très vite et du coup, ça fait quand même des frottements. Donc, il faut quand même protéger les frottements, ça crée la chaleur. Il faut quand même protéger les instruments de ça. Donc, il y a le bouclier thermique. Une fois qu'on a traversé l'atmosphère, en fait, on déploie le parachute, le bouclier thermique se détache et là, l'innovation par rapport à Curiosity, c'est que sous le rover, il y avait un radar et ce radar, dans la mémoire du radar, en fait, il y avait une cartographie très simplifiée du cratère dans lequel on a atterri, je vous dirai tout à l'heure, qui mentionnait les endroits où il fallait surtout pas atterrir parce qu'il y avait trop de dunes de sable ou parce qu'il y a des cailloux trop gros. Et quand on atterrit, en fait, on a toujours le risque de mal atterrir ou d'atterrir de travers ou de casser une roue et des choses comme ça. Donc ça, on veut éviter. On veut vraiment atterrir dans des terrains les plus plats possibles. Donc voilà, donc ce radar, il était là pour aider à la manœuvre en fait. Si jamais on allait atterrir dans un endroit trop dangereux, il y avait des petits moteurs sur le côté qui permettaient de dévier un petit peu la trajectoire. Une fois qu'on était à peu près bien positionné, donc voilà, on s'est séparé du parachute. Et là, c'est des rétrofusées. En fait, le rover, il était accroché à ce qu'on appelle un sky crane, une structure métallique en fait, avec quatre côtés. Et sur ces angles, en fait, il y avait des rétrofusées qui permettaient de descendre doucement en stationnaire. Et une fois qu'on n'était plus je sais même plus trop, à 14 mètres, voilà, une vingtaine de mètres, on a déployé un filin, en fait, un cordon ombilical qui est venu déposer le rover, voilà, tout doucement. On a déployé les roues juste avant juste avant d'arriver en surface, les roues se sont déployées et hop, on a déposé tout doucement le rover. Et à partir de là, le Sky Crane, lui, il s'est éloigné, il est allé s'écraser un petit peu plus tard. Donc voilà pourquoi c'est 7 minutes de terreur, parce que les équipes, alors déjà les Américains, la NASA qui a construit le rover, ils ont beaucoup en jeu. Et il y a toutes les équipes scientifiques derrière qui ont créé les instruments à bord du rover, c'est le futur qui en dépend, quoi, les différentes recherches et tout. Donc là, c'était un peu pour vous présenter aussi le progrès technologique entre les différentes missions. Mars Pathfinder, c'était dans les années 90 et l'ellipse d'atterrissage, elle faisait 200 km par 70 km. C'était énorme. En comparaison, Curiosity, c'est le rond que vous voyez là, c'était 25 km par 20. Et Persévérance, c'était déjà plus que un peu moins de 8 km par un petit peu moins de 7 km. Donc, à chaque nouvelle mission, la NASA augmente un petit peu leur savoir-faire. Et là, notamment, l'ellipse d'atterrissage de Persévérance, elle était aussi petite grâce à cette technologie de radar qui permettait au rover d'éviter au rover d'atterrir dans les zones trop complexes du cratère. Donc justement, ce cratère dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a atterri dans le cratère qui s'appelle G0. Alors ici, vous avez encore la carte de Mars. Et G0, il est situé en marge de cette plaine ici. Là, vous avez un zoom. En fait, c'est un cratère et avant l'atterrissage de Persévérance, on était déjà sûr que ce cratère avait accueilli un lac à l'époque. Et on le sait parce qu'on avait une vallée fluviatile asséchée à cet endroit-là, qui est dessinée ici, un petit peu ici aussi, et là comme une vallée de sortie, un petit peu. Et surtout, alors au nord, c'était très altéré, très érodé, et il y a quasiment plus de traces de ça. Mais à l'ouest, c'était très très bien préservé. On avait un delta. Et les deltas, ça se forme quand une rivière se jette dans un lac. Voilà. Et là, vous avez une vue 3D de ce delta. Et du coup, si on cherche déjà une zone où il y a de l'eau, si on cherche les traces de vie, on va aller chercher des zones où il y avait de l'eau, parce que sur Terre, il y a de la vie là où il y a de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce cratère G0, et aussi parce que on a des satellites qui tournent autour de Mars, qui utilisent des techniques qui nous permettent de connaître un petit peu la composition des roches de Mars. Alors à des échelles beaucoup plus grandes, c'est sûr. Mais on savait que dans ce delta-là, il y avait des roches intéressantes, notamment des carbonates. Alors on ne sait pas forcément comment ces carbonates se sont formés. Mais s'il y avait de la vie à l'époque du lac, etc., et ben cette vie, elle a pu être enfermée entre guillemets. Enfin, les preuves des traces de vie auraient pu être enfermées dans ces carbonates. Et souvent, sur Terre, on peut trouver aussi des zones au niveau du pied
du delta, c'est les meilleurs endroits en fait pour rechercher ces traces de vie. Donc c'est pour ça qu'on a atterri là. Persévérance, il a 7 instruments scientifiques. Alors quand je dis instruments scientifiques, c'est des instruments qui vont analyser des roches, etc. Je parle pas forcément des caméras parce que il a plus d'une dizaine de caméras Persévérance. Mais voilà, donc il y a Moxie, dont je vous parlais tout à l'heure, qui transforme le CO2 en oxygène. Il y a Rimfax, qui est un petit radar. Alors c'est pas le radar dont je parlais tout à l'heure pour l'atterrissage, c'est un autre radar. Mais le radar, c'est un outil assez magique parce que ça nous permet de voir un petit peu les structures qui sont sous les surfaces. Et du coup, c'est top parce que des fois, avec les images, avec les caméras, on n'arrive pas trop à voir des contacts entre différentes unités géologiques. Et du coup, on est toujours un petit peu embêté dans nos interprétations parce qu'on n'a pas vu. On pense qu'on a changé de terrain parce que la chimie, la minéralogie est différente, les textures des roches sont différentes. Mais on n'a pas trouvé l'endroit où on changeait vraiment, où on passait d'un terrain à l'autre. Et ce radar, c'est génial parce que, alors c'est un peu compliqué à interpréter des fois ce genre de données, mais ça nous permet de comprendre si vraiment on est passé vraiment d'un terrain géologique vraiment différent ou si c'est juste l'évolution du terrain qui fait que les roches sont différentes. On a l'outil Mastcam-Z, donc ça c'est une caméra couleur. Et en fait, il y en a 2 des caméras et grâce à ça, on peut faire des images 3D du terrain et ça c'est vraiment aussi important. Alors pour les médias, c'est sûr, mais c'est important aussi pour bien comprendre le contexte aussi. Nos yeux, des fois, ils ont quand même besoin de la 3D et ça nous aide beaucoup à comprendre le contexte. MEDA, c'est la station météo, donc qui mesure la vitesse des vents, les températures, les pressions, etc. Au bout du bras du rover, on a principalement 2 instruments scientifiques, en fait 3. Il y a Pixel qui nous permet d'avoir la composition chimique des cibles. On a Sherlock qui nous permet d'accéder à la composition minéralogique, donc là, entre la chimie et la minéralogie. La minéralogie, c'est simplement comprendre comment les éléments chimiques sont organisés entre eux et donc pour comprendre quels minéraux se sont formés. Et une fois qu'on connaît les minéraux qui sont présents dans la roche, ça nous permet beaucoup de comprendre le contexte de formation de la roche. Voilà. Et Sherlock, il est accompagné de sa caméra qui s'appelle Watson, parce que les Américains ils aiment bien les jeux de mots. Et Watson, en fait, c'est un microscope. Et grâce à ça aussi, on peut voir les roches avec beaucoup de résolution et de très très près, à quelques millimètres de la roche. Et donc moi, je travaille sur l'instrument Supercam, qui est un peu la tête du rover. Alors en fait, c'est un petit peu traître de dire c'est la tête du rover, parce que en fait, la partie française les équipes françaises qui ont créé Supercam, effectivement c'est la tête du rover, mais c'est une collaboration franco-américaine et la partie américaine, c'est moins de chance pour eux, c'est dans le corps du rover. Voilà. Donc on dit souvent que Supercam c'est la tête du rover, mais en fait c'est en 2 parties et il y a une partie un petit peu cachée. Voilà. Et ce rover, il est opéré tous les jours par les équipes. Donc tous les jours, il faut dire au rover ce qu'il faut faire, etc. Et ça, je vous en parlerai un tout petit peu à la fin de la présentation. Donc pour revenir à Supercam, en fait, on dit souvent que c'est le couteau suisse de la planétologie parce qu'en fait, c'est un instrument multitechnique. Il utilise 2 techniques en fait qui étaient déjà à bord du rover Persévérance parce que c'est la même équipe qui avait créé l'instrument ChemCam. Et donc l'instrument ChemCam et Supercam, ils utilisent ce qu'on appelle la technique du LIPS. En fait, ça consiste à focaliser un laser infrarouge, donc on voit pas à l'œil nu. Et ce laser, on va le focaliser sur une roche. Alors la taille du laser, la taille du spot vraiment du laser, c'est un demi-millimètre, voire un petit peu plus petit. Donc c'est un point d'impact très très petit, mais avec énormément d'énergie. Et ça va créer une petite étincelle. Alors des fois, on s'imagine que la roche, elle explose et tout. Non, pas du tout. Ça crée juste une toute petite étincelle. Mais dans cette petite étincelle, c'est vraiment important. On a tous les éléments chimiques qui sont présents dans la roche, qui sont dans un mode excité. Et quand ils reviennent en état stable, ils émettent un photon, donc c'est la lumière de cette étincelle. Cette étincelle, on va l'observer avec la tête de Supercam, qui est simplement un télescope. Donc si vous restez après ou si vous êtes resté ces dernières soirées, vous avez peut-être utilisé le télescope. Le télescope, il est là pour capter la lumière. Sur Terre, on va capter la lumière des étoiles. Sur Mars, avec notre télescope, on va plutôt capter la lumière de la petite étincelle qu'on crée en tirant sur la roche avec le laser.
Donc ça nous permet de connaître la composition chimique des roches. Et pour bien comprendre cette composition chimique, avoir le contexte, on a une caméra qui nous permet vraiment d'avoir l'image de là où on a tiré exactement. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Alors l'innovation, c'est que déjà la caméra qu'on a à bord de Curiosity, elle est en couleur. À bord de Persévérance, elle est en couleur. Il y a 11 ans, avec Curiosity, la caméra de ChemCam, elle était en noir et blanc. Donc c'était un peu plus difficile. C'est toujours aussi difficile d'interpréter les images. Mais pour Supercam, on a 3 autres techniques qui sont vraiment innovantes. On utilise la technique infrarouge, donc c'est une technique de spectroscopie aussi, mais là c'est simplement utiliser la lumière réfléchie, donc la lumière du soleil qui est réfléchie par les roches à la surface de Mars. Elles émettent selon de quoi est-ce qu'elles sont composées, selon les minéraux qui la composent, elles vont avoir un signal différent. Donc grâce à ça, on peut connaître la composition minéralogique des roches. Et cette technique, en fait, c'est la technique qu'utilisent les satellites qui sont autour de Mars pour connaître un peu la composition de surface de la planète. Mais ils ont un petit défi technique, c'est qu'il faut traverser l'atmosphère, alors que avec Persévérance, on n'a pas cette correction atmosphérique à faire. Il y a la technique du Raman, donc c'est pareil, c'est un peu comme le LIPS, on utilise un laser, mais c'est un laser un petit peu différent, qui au lieu de créer l'étincelle quand on va se focaliser sur la cible, en fait les molécules qui composent les roches, elles vont se mettre soit à tourner sur elles-mêmes, soit à s'étirer, etc. Et du coup ça va donner un certain signal que nous on va observer. Et pareil, c'est très complémentaire de la technique de l'infrarouge, ça nous permet de connaître la composition minéralogique des roches et leur structure. Et on a une dernière technique, c'est le microphone. Alors le microphone, il était pas prévu à la base quand on a proposé l'instrument Supercam à la NASA. On l'a rajouté à la fin parce qu'on se disait que ça allait être chouette. Et en fait, je vous en parlais tout à l'heure, on peut faire plein de sciences avec le micro. On peut écouter l'atmosphère, on peut écouter le rover qui se déplace, et on peut aussi accéder à quelques informations sur les roches qu'on analyse. Voilà, donc avec Supercam, on arrive à avoir plein d'informations sur les roches de Mars, et on aide aussi beaucoup sur la collecte d'échantillons, donc sur les forages qu'on fait avec Persévérance. Parce que un des points très très forts de Supercam, c'est que on analyse les roches à distance. On peut les analyser pour la technique du LIPS, là pour la composition chimique, jusqu'à 7 mètres, 10 mètres. Donc des roches qui sont jusqu'à 10 mètres du rover, on peut les analyser. Avec la technique de l'infrarouge, ça va jusqu'à l'infinity. On peut regarder des roches, on regarde des monts qui sont à quelques kilomètres du rover, et on peut avoir une information sur leur composition minéralogique. Alors que les instruments qui sont au bout du bras, le bras il fait environ 2 mètres, et du coup il faut positionner le rover comme il faut pour être sûr que quand on va déployer le bras, on va pas l'abîmer, on va pas cogner les instruments, etc. Donc les instruments qui sont au bout du bras, on les utilise de temps en temps, alors que que Supercam, on l'utilise tous les jours, et tous les jours on fait 4 ou 5 cibles différentes. Donc ça fait également beaucoup de statistiques, et au fur et à mesure que le rover se déplace, au fur et à mesure des mois qui passent, en fait, on accumule énormément de données, et ça c'est vraiment très intéressant pour voir aussi l'évolution des terrains géologiques qu'on est en train de traverser. Donc voilà l'imagerie qu'on peut faire avec Supercam. Donc ici vous avez une image prise avec l'instrument Mastcam. Vous voyez, c'est une belle image d'une butte. C'est un reliquat d'une partie du delta. Et là vous avez la même image prise avec Supercam, et vous voyez, on voit beaucoup mieux les structures en fait qui sont typiques d'un certain delta. Et en fait, grâce à ça, on a pu faire la première interprétation géologique dans le cratère de G0, quelques mois après l'atterrissage en fait, ce qui nous a permis de confirmer que c'était bien un delta, parce que des fois avec les observations orbitales on peut se tromper, et on a pu calculer la profondeur du lac, etc. Donc ça c'était vraiment une première grande découverte, et en fait grâce à l'imagerie de notre instrument Supercam. Et ici vous avez un autre exemple où là vous avez 2 images collées de Supercam. Et si on zoome, vous voyez ces gros cristaux. En fait, c'est des cristaux, là, les choses un petit peu rondes que vous voyez. Et en fait, c'est des énormes cristaux d'olivine. Alors ici, on a Clermont-Ferrand, c'est le pays
le pays du magmatisme. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est des olivines, mais c'est le premier minéral à cristalliser dans une lave, par exemple. Et on en avait vu sur Mars avec les précédentes missions, mais un peu comme si, par-ci par-là, parce que le problème des olivines, c'est que c'est les premiers minéraux aussi à se transformer quand il y a de l'eau, en fait. Donc, souvent, c'est difficile à observer sur Mars. Et là, avec Persévérance, on en a vu des très très belles, et notamment avec Supercam, on a pu faire des belles photos, bien comprendre la cristallographie des roches. Alors ça, c'est un peu différent. On a pu observer Ingenuity, dont je vous ai pas parlé encore, mais Persévérance n'a pas atterri tout seul dans le cratère de G0. Accroché à son ventre, en fait, il avait le petit hélicoptère. On dit un hélicoptère, c'est un drone en fait, qui nous aide un peu. Alors avant, c'était un défi technique. Est-ce qu'on est capable de faire voler quelque chose sur Mars, sachant qu'il y a très peu d'atmosphère? Et en fait, ça marche très bien. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais voilà, maintenant, il nous aide un petit peu dans nos questions quotidiennes. Et avec Supercam, on a pris une photo d'Ingenuity. Il était environ à 64 mètres du rover. Donc c'est une photo pas trop mal quand même. Donc au niveau des techniques de spectroscopie qu'on utilise, je vais passer très très vite, mais ici vous avez un exemple de spectre infrarouge qu'on a, et en fait selon les positions des bandes, vous voyez, il y a des bandes qui sont plus ou moins profondes, elles sont vous les voyez avec des petites flèches, et par exemple cette bande là centrale, ça va être sur l'hydratation de la roche qu'on a observée. Plus la bande est profonde, plus la roche sera hydratée, etc. Ici c'est un exemple de spectre qu'on obtient en LIPS, et chaque trait que vous voyez, ça correspond à un élément chimique. Et alors ce spectre, on le transforme en composition chimique. Et là, vous avez un exemple de spectre Raman. Et quand on observe certaines bandes, la position de la bande, vraiment, elle est liée au minéral qu'on est en train d'observer. Donc ici, vous avez un exemple justement de bande très claire d'une olivine, par exemple. Et le microphone, voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, il enregistre l'atmosphère, donc on a été capable d'écouter le son du vent qui passe, on a entendu des tornades. On peut aussi enregistrer le plasma LIPS, donc à chaque fois qu'on tire avec le LIPS, en fait, chaque point d'analyse, on fait 30 tirs. Et en fait, on écoute ça avec le micro. Et selon le bruit que ça fait, on est capable de remonter jusqu'à la dureté de la roche. Donc si c'est une roche un peu molle, donc par exemple friable, donc vous grattez un petit peu avec vos doigts et vous arrivez à creuser, ou si c'est une roche très très dure, et là il faut un gros marteau-piqueur pour creuser. Donc ça, on est capable de quantifier ça avec le micro de Supercam. Et on peut aussi enregistrer les sons artificiels, c'est-à-dire on peut allumer le micro pendant que le rover se déplace. Et ça fait des bruits très très intéressants. Et d'ailleurs, vous pouvez y accéder sur le site de la NASA. Vous avez tous les sons qui sont enregistrés, et donc vous pouvez aller les écouter. C'est vraiment super intéressant. Donc en ce moment, où est Persévérance? Donc ici, vous avez un zoom un peu à l'intérieur du cratère de G0. Nous, on a atterri ici. Donc vraiment dans la partie droite là de cette figure. À l'heure actuelle, le rover il est là, voilà. En tout, on a parcouru presque 20 km déjà. Et alors je dis déjà parce que alors pour vous 20 km en 2 ans, peut-être vous vous dites c'est pas beaucoup. Pour une mission martienne, en fait on a fait énormément de kilomètres. Pour comparaison avec Curiosity, on va fêter les 11 ans dans moins d'un mois. Et je crois qu'on est à 26 km ou quelque chose comme ça. Avec Curiosity, c'était une mission vraiment d'exploration. Il y avait des équipes de géologues qui disaient, moi, je pense qu'il faut aller là-bas parce que je pense qu'on va là-bas, on va voir tel terrain, ça va nous apprendre telle chose, etc. Avec Persévérance, c'est pas exactement une mission d'exploration. C'est une mission où il faut faire des forages pour les ramener sur Terre bientôt. Donc, bien sûr, on va pas faire des forages n'importe où. C'est réfléchi, mais c'est réfléchi à l'avance, et donc il faut aller aux endroits en question pour aller faire ces prises d'échantillons. Donc on a atterri ici, sachant que pour les traces d'habitabilité passées, ce qui nous intéressait, c'était le pied du delta et un peu là le bord du delta. Donc sur le bord du delta, c'est là où il y a les signatures de carbonates. Alors si ces carbonates se sont formés vraiment à la bordure du lac, là ça va être très très intéressant pour la recherche de traces de vie. Et le pied du delta, c'est parce que en fait, c'est toujours à la base du delta qu'on a les roches sédimentaires avec les grains les plus fins.
Et s'il y avait des traces de vie, vous pouvez assimiler ça un petit peu à de la boue séchée. C'est dans la boue qu'il y aura un peu de matière organique et pas dans des roches magmatiques, par exemple. Donc voilà, donc c'est ce qui nous intéressait vraiment pour l'objectif de la recherche de traces de vie. Donc on a atterri là. Le plus simple, c'était de traverser et puis d'aller direct au pied du delta. Le problème, c'était pas possible parce que là, vous voyez peut-être cette langue qui a une texture un petit peu différente. En fait, c'est une unité géologique un peu différente et surtout, il y a plein de dunes de sable qui la traversent. Et du coup, c'était trop dangereux de traverser un champ de dunes tout de suite après l'atterrissage de Persévérance. Du coup, on s'est gratté la tête un peu, on a discuté longtemps. Est-ce qu'on passe par le nord? Est-ce qu'on passe par le sud, etc. Et au final, on s'est dit on va faire un petit peu des deux. On a la première année, alors les 3 premiers mois, bien sûr, on est resté au même endroit. On a testé que le rover fonctionne bien, que chaque instrument fonctionne bien. On a libéré Ingenuity, on a testé Ingenuity, etc. Et une fois que tout allait bien, 3 mois plus tard, donc à partir du mois de mai, quelque chose comme ça, mai-juin, on a commencé notre traversée vers le sud parce que on avait vu que on pouvait aller analyser cette unité géologique qui s'appelle Seita en rentrant par ici. On a fait quelques centaines de mètres à l'intérieur de cette unité géologique, on a analysé des roches, etc. Et on est ressorti. Et après, on a contourné par le nord parce que c'était beaucoup plus simple. Et là, on est allé très très vite. Donc de juin à septembre, peut-être, on était là. Et après, on est reparti par là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait 19 kilomètres, presque 20 kilomètres en 2 ans, c'est quand même pas mal. L'hélicoptère, lui, il a fait une douzaine de kilomètres, il a volé 52 fois. Sachant que comme c'était un défi technologique, à la base, il était censé voler que 5 fois. Donc voilà, donc c'est un grand succès technologique et éventuellement pour les prochaines missions martiennes, parce que peut-être que au lieu d'amener des rovers sur Mars, peut-être qu'à la place on emmènera des hélicoptères qui peuvent se déplacer bien plus facilement que des rovers. Voilà, donc si je zoome un petit peu sur le fond du cratère que vous avez là, donc c'est là où on a atterri, on a passé quelques mois à analyser ce terrain qui s'appelle Maz. On est rentré un tout petit peu dans Seita. Et voilà, après on est allé au bord du delta pour aller investiguer. En fait, on a fait plein d'allers-retours ici parce que pour plusieurs raisons, on cherchait le contact aussi. À partir de quel moment il y a la signature donc de ce terrain, la Maz. À partir de quel moment on passe de Maz au delta. Ça, c'était pas facile, donc on a fait plein de boucles pour essayer de comprendre. Et aussi, je vous en parlerai tout à l'heure, on cherchait un endroit pour déposer des échantillons dans des tubes pour le retour d'échantillons. Ça, je vous en parlerai à la fin. Et alors, malheureusement, dans une heure de présentation, j'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais je voulais quand même vous montrer quelques roches parce que dans le fond du cratère, on a vu des roches magmatiques et on est quand même en Auvergne, donc je voulais vous montrer des photos. Et dans la première unité géologique dans laquelle on s'est posé, en fait, on s'est posé plein de questions parce qu'on a vu ce genre de roches. C'est des roches en place, mais qui sont très plates et très claires. Et juste à côté, on a vu ce genre de roche qui était plutôt en relief, arrondi et qui était plutôt gris foncé. Et en fait, on a mis du temps à comprendre parce qu'on se demandait mais c'est quoi la relation entre ces roches? Parce que là, on voit pas très bien, mais par exemple ici, vous en avez une de ces roches-là, un peu plus en relief, grisée, et qui sont vraiment en lien. Il y a un lien génétique avec les roches qui sont toutes plates, toutes beiges. Et en fait, leur composition chimique est globalement la même, etc. Mais ça nous a quand même, on s'est posé plein de questions avec ces roches-là. Et dans le deuxième terrain, vous voyez, c'est des roches beaucoup plus massives, qui des fois sont, on voit des strates, des couches différentes, etc. Donc c'est pareil, on a mis quelques mois à utiliser tous les instruments. On a fait un forage, donc on a utilisé bien sûr Supercam, mais aussi Mastcam. On a utilisé tous les instruments qui sont au bout du bras. On a investigué ça en détail. Et en fait, la conclusion en une diapo, juste pour faire très simple, c'est que ces roches-là qu'on voit là dans la partie claire, en fait, c'est des successions de coulées de lave, voilà, des coulées de tout ce qui est de plus simple, comme on a ici pas mal d'endroits en Auvergne. C'est des coulées qui sont survenues à des temps différents, pas toutes en même temps, mais toutes de la même source, toutes de la même chambre magmatique. Alors que ce qu'on a pu observer à Seita, c'est quelque chose complètement différent. C'est ce qu'on appelle un cumulat avec des énormes olivines.
Et qu'est-ce que ça fait là? Par contre, ça on le sait toujours pas. Voilà. Donc et ce même genre de terrain, on est censé l'observer une fois qu'on sera sorti du cratère avec le rover. Donc peut-être qu'on comprendra mieux un petit peu tout le contexte pas local, mais pour le coup régional. Et là, peut-être qu'on aura une interprétation un petit peu plus claire de tout ça. Voilà. Donc Ingenuity, donc là vous le voyez ici. Donc là souvent on fait des selfies avec le robot. Donc là vous voyez pas le bras parce que c'est le bras qui a pris la photo avec le microscope Watson. Et donc dans le montage on coupe le bras parce que le bras est toujours à moitié coupé. Voilà. Donc et ce genre de selfie, alors c'est bien pour les médias, mais ça nous permet aussi de vérifier l'état de santé du rover. Est-ce qu'il n'y a pas des cailloux qui se seraient déposés sur le dessus, etc. Et ça nous permet également de voir Ingenuity. Donc Ingenuity, maintenant, il nous aide un petit peu. Alors, au tout début, c'était vraiment une façon, enfin vraiment un développement technologique. Hein, vraiment, est-ce qu'on est capable de faire ça sur Mars? Et maintenant, il vit un petit peu sa vie, Ingenuity. Donc, il reste jamais trop loin de Persévérance. Donc, lui, il a des panneaux solaires pour se recharger. Et il a une caméra, une GoPro à bord, et il peut prendre quelques images. Et de temps en temps, ça peut nous servir pour regarder la trajectoire à faire avec le rover. Donc j'en parlais tout à l'heure du retour d'échantillons, donc c'est vraiment ce qui drive un petit peu la mission Persévérance, en plus de comprendre le contexte géologique, etc. Donc là vous voyez le bras qui est déployé. Et ici, on vient de faire ce qu'on appelle un patch d'abrasion. En fait, quand on arrive à un endroit et qu'on pense que la roche elle est suffisamment intéressante pour l'échantillonner, donc pour faire un petit forage, avant de faire le forage, on va faire une petite abrasion, donc c'est environ 4-5 cm de diamètre, et on va enlever les premiers centimètres d'épaisseur de roche. Alors ça, bien sûr, ça dépend de la dureté de la roche. Des fois, on n'enlève que quelques millimètres, des fois, on enlève quelques centimètres. Et ça, c'est ce qui remplace le marteau de géologue, parce que malheureusement, on sait toujours pas faire un marteau à bord d'un rover martien, mais c'est ce qui permet d'enlever la surface un peu poussiéreuse, ou des fois il y a des événements chimiques qui se sont faits, et du coup il y a des espèces de je sais pas comment on appelle ça, enfin, des dépôts de surface en fait qui cachent vraiment l'intérieur de la roche, et du coup c'est pour ça qu'on fait une petite abrasion. Ça nous permet d'accéder à la roche saine et voir vraiment de quoi la roche est faite. Et c'est à partir de là, on va utiliser tous les instruments qui sont au bout du bras pour aller faire des images microscopiques de la roche, pour aller voir la minéralogie, la chimie, etc., pour essayer de bien comprendre est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche. Et une fois qu'on est sûr que c'est vraiment ce qu'on recherche, là, on va forer. Et donc là, vous avez un exemple d'une roche qui s'appelle, alors le forage il s'appelle Robin, la roche elle-même je me rappelle plus, mais donc là vous avez le patch d'abrasion et après vous avez les deux forages côte à côte. Alors jusqu'à décembre dernier, on faisait systématiquement 2 forages par roche, justement pour le retour d'échantillons que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais au début de la mission, on faisait tout en double, comme ça il y avait un échantillon de backup et un échantillon pour le vrai retour d'échantillons si tout se passe bien. Le fait de forer, souvent, ça induit pas mal de problèmes. Et un des problèmes, c'était donc ici vous avez un zoom en fait de l'échantillon après forage. Donc c'est au bout du bras et après l'échantillon il est mis, il passe à travers le corps du rover et il arrive un peu dans la station sous le rover, enfin dans son ventre. Et on a pas mal de systèmes et entre autres on fait une image pour essayer de comprendre si on a suffisamment de roche dans le tube. On mesure le volume aussi de roche, etc. pour savoir si l'échantillon il est vraiment viable. Parce que des fois ça marche pas malheureusement. C'est ce qui est arrivé avec le premier forage qu'on a fait avec Persévérance. La roche a été tellement friable que quand on est ressorti, la tête de forage est ressortie, tout est retombé comme un petit tas de sable en fait et on s'attendait pas à ça. Donc voilà, donc systématiquement, donc c'est bien qu'ils avaient pensé à ça. Au moins on sait que le tube il était vide quoi. C'est pas au retour sur terre, on fait mince, il y a rien dedans. Voilà, et on fait des zooms aussi et justement et là, il y avait des débris. Donc c'était ici, donc vraiment à la porte du tube. Il y avait des débris qui nous empêchaient de fermer le tube parce que le tube il est fermé hermétiquement pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination, etc. Et on pouvait pas fermer à cause de ces petits débris. Alors je sais pas si vous allez voir, mais sur ce film en fait ce qu'on a fait, on a fait tourner le tube et au bout d'un moment on voit un petit débris qui s'éjecte, voilà.
Et voilà. Et ça a pris quelques jours quand même aux ingénieurs côté NASA à essayer de mettre en place un protocole expérimental. Alors heureusement, il y a le frère jumeau de Persévérance qui est dans les laboratoires côté NASA, et ils font plein de tests. Ils reproduisent les angles, la pente du rover, tout ça. Et voilà, au bout de quelques jours, on a fait ça et les débris sont tombés. On a pu fermer le tube. Voilà, je vous parlais du retour d'échantillons. Donc actuellement dans le rover, donc vraiment ce que je dis souvent dans le coffre du rover, on a 10 échantillons de roche. Donc là c'est ce qu'on voit là. Vous voyez là, c'est un forage qu'on a fait dans la roche. On a un échantillon de sol. Alors le sol, c'est le sable, la partie meuble qu'il y a à la surface de Mars. On a 2 échantillons témoins, donc pour vérifier les contaminations, etc., pour quand ça reviendra sur Terre. Il nous reste 18 tubes qui sont vides et 2 échantillons témoins. Donc ici, vous avez un exemple un peu de la longueur des tubes dans lesquels on met les roches, les têtes de forage. Donc c'est environ 15 cm de long, hein, c'est assez petit, c'est un gros stylo, on va dire. Et c'est la carotte, elle fait 1 cm de diamètre. Voilà, 1 cm de diamètre, c'est assez petit. Et ici, vous voyez le trou de forage. En fait, ça crée quand même un peu de poudre, etc. Le trou est toujours un peu plus gros que la tête de forage. C'est un petit peu moins de 3 cm. Donc là, je vais vous montrer une vidéo rapide sur comment va s'articuler le retour d'échantillons sur Terre. Donc vraiment, le retour d'échantillons, c'est une collaboration entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe, notamment, elle est beaucoup impliquée dans le satellite qui va récupérer les échantillons une fois qu'ils seront en orbite. Bon, je vous laisse voir la vidéo et après, je vais essayer de la commenter en parallèle. Donc en gros l'objectif c'est qu'en 2028 la NASA va envoyer une autre mission qui s'appelle Mars Sample Retrieval. Voilà. Donc c'est un lander. Donc c'est comme un robot mais sans roue. Il va pas se déplacer. En théorie il va atterrir pas très loin de Persévérance. Pas si près que ça, parce que si ça se passe mal l'atterrissage, on n'a pas envie d'exposer le rover non plus. Et voilà, le lander, il aura un bras, il récupérera les échantillons qui sont dans le coffre de Persévérance, il va les mettre dans sa tête, dans la tête du missile en fait, qui est à l'intérieur de l'atterrisseur. Une fois qu'on aura tout transféré, on va tout fermer. Le missile va décoller de l'atterrisseur. Voilà, ça fait un petit peu science-fiction, mais en fait, ils font des tests actuellement à la NASA et ça marche super bien. Le missile qui décolle comme ça marche super bien. Voilà. Et voilà. Et ça va permettre de mettre les échantillons en orbite autour de Mars. Donc dans une capsule, hein, pas comme ça. Et il y a un satellite qui va repérer cette capsule qui traîne dans l'espace, va l'attraper et va le diriger vers la Terre. Voilà. Donc en 2033, quelque chose comme ça, on espère avoir les échantillons sur Terre. Voilà, donc là, bien sûr, c'est des images de synthèse, mais voilà, ça pointe vers la Terre et ça transmet la capsule vers la Terre. Et voilà. Donc ça, c'est le plan A. Si tout fonctionne bien, c'est ce qu'on fera. Bien sûr, il y a un plan B. Parce que vous savez, c'est quand même quand vous achetez un appareil électronique, vous avez une garantie de 2 ans, 5 ans, voilà. Et les rovers martiens, en général, c'est 2 ans. Parce qu'au-delà de ça, c'est difficile de prévoir ce qui peut se passer. Donc là, ça fait 2 ans qu'on a atterri, un peu plus de 2 ans, qu'on a atterri avec Persévérance. Et du coup, en fin d'année dernière, on a passé du temps à chercher une zone où on pouvait poser les échantillons de backup. Donc tous les forages qu'on a fait jusqu'en décembre 2022, on les a fait en double. Et du coup, chacun des doublons, on les a positionnés à cet endroit-là, vraiment au pied du delta, parce que c'est un endroit hyper plat, très peu poussiéreux, et qui nous permettait du coup de poser les échantillons. Bien sûr, ils sont géolocalisés. Et on se dit, si jamais le rover il tombe en panne maintenant, parce que en fait, s'il tombe en panne ici, le rover, on pourra pas, la vidéo là que je viens de vous montrer, l'atterrisseur, il pourra pas atterrir ici. C'est des terrains beaucoup trop escarpés, quoi. L'atterrisseur, il faudra qu'il atterrisse dans un endroit assez plat. Et du coup, on se disait, si le rover il tombe en panne ici, on n'arrivera jamais à faire le retour d'échantillons tel que c'est prévu, parce qu'on pourra pas envoyer l'atterrisseur ici. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre les doublons avant de monter sur le delta. C'est très plat.
Et donc, si jamais ça venait, si jamais ça se terminait mal, eh ben, il y aurait cette mission plan B où on a 10 échantillons qui sont déposés par terre dans un endroit qu'on a appelé Triforks. Et voilà. Et ça serait probablement des hélicoptères qui viendraient chercher les tubes un par un, qui les mettraient dans un atterrisseur qui serait atterri, je sais pas trop où, voilà, et qui repartirait sur Terre. Donc là, vous avez des photos, une photo du tube qui est déposée. Et en fait, je sais pas si j'ai le schéma, mais en fait, les tubes, on les a déposés en zigzag. Il y a environ 4-5 mètres d'écart entre chaque tube. Parce que les ingénieurs, ils se sont dit, si c'est des hélicoptères qui viennent les récupérer, il faudrait pas que ça brasse un peu de la poussière et que ça enfouisse le tube d'à côté sous la poussière. Donc c'est pour ça qu'ils sont déposés vraiment en zigzag. Là, vous avez un petit schéma. Il y a celui qu'on vient de déposer, il y en a un autre là, voilà. Donc voilà, on a passé 1 mois à faire ça à Noël l'année dernière, enfin le Noël dernier, et voilà. Donc là, vous avez une photo de chaque échantillon. Donc chaque échantillon est vraiment bien répertorié. Et pareil, sur le site de la NASA, vous pouvez aller voir le petit nom de l'échantillon, où est-ce qu'il a été fait, etc. Donc je vous disais, le rover, il est piloté tous les jours depuis la Terre. Donc le rover, lui, il est piloté depuis ce qu'on appelle le JPL, le Jet Propulsion Laboratory. C'est le côté technique de la NASA. Et chaque instrument est piloté par là où le laboratoire qui a fabriqué l'instrument et qui pilote l'instrument. Donc côté français, c'est fait au CNES à Toulouse. En général, on a 8 scientifiques et 4 ingénieurs tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, c'est franco-américain l'instrument. Du coup, on fait un petit peu la garde alternée. Une semaine, c'est les US qui gèrent Supercam. Et la semaine d'après, c'est les Français qui gèrent Supercam. Alors, sauf que on s'occupe aussi de ChemCam, qui est à bord de Curiosity, qui fonctionne toujours au bout de presque 11 ans. Donc, quand les Américains s'occupent de Persévérance, de Supercam, nous, les Français, on s'occupe de ChemCam à bord de Curiosity, et la semaine d'après, on inverse. Donc, en fait, c'est tout le temps, on gère un instrument qui est sur Mars. Mais au final, c'est quand même pas tous les soirs. Ça dépend. Au tout début de la mission, on travaillait aux horaires martiens. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, attention, un jour sur Mars, c'est 24h40. Et alors, c'est chouette, mais c'est assez dur à suivre, parce que ça veut dire que le premier jour, par exemple, vous allez travailler à 9h le matin, vous allez à votre travail. Le lendemain, vous y allez à 9h40. Le lendemain après, c'est à 10h, etc. Donc, on se retrouvait, donc on a fait ça pendant 3 mois. Alors des fois c'était chouette parce que c'était pendant la journée qu'on travaillait, mais la plupart du temps c'était en pleine nuit, on partait à 2h du matin pour aller bosser, on revenait à 14h, et surtout c'était des journées de travail, ça durait 14 heures le shift, c'était hyper long. on passait d'une réunion à l'autre et tout, on n'avait même pas le temps de faire la pause pipi, c'était 14 heures super intense, et c'était 7 jours sur 7. Et en fait c'était comme ça pendant les 3 premiers mois. Parce que les équipes, il fallait apprendre à connaître Persévérance, à connaître les outils. En plus, c'est le développement de la mission, c'était pendant Covid, donc on n'a pas pu tous se retrouver au JPL, à faire comme si on avait déjà atterri et à faire mumuse avec les outils, etc. Ça, on n'a pas pu faire du tout. On a tout fait en distanciel. Et ça, c'est mine de rien, c'est un peu compliqué parce que du coup, on entend des gens qui nous parlent au téléphone, on les connaît pas, ils ont tous un accent différent. Alors nous, quand on parle anglais, on a un accent français très fort, mais aux États-Unis, ils ont tous un accent différent, donc c'est assez compliqué. Et du coup, voilà. Donc les 3 premiers mois, c'était vraiment pendant les horaires martiens, pendant la nuit martienne, parce que comme ça, en fait, le rover, lui, il fait sa journée de travail. Et la nuit, en général, on l'utilise pas. On peut l'utiliser, mais ça demande énormément de ressources, parce qu'il fait très très froid sur Mars. La nuit, il fait moins 150, quelque chose comme ça. Et du coup, en général, la nuit, on éteint tout. Et voilà. Et du coup, avant de se coucher, il nous envoie les données. Il envoie les données à un satellite, et le satellite nous renvoie les données sur Terre. Et du coup, on obtenait les données pile au début de la nuit martienne. Et en gros, on avait toute la nuit pour éplucher les données, comprendre que tous les instruments fonctionnaient bien, tout allait bien, etc. Et donc planifier la journée du lendemain du rover. Donc c'est pour ça que c'était hyper intense.
Mais c'était comme ça, c'était nécessaire. On pouvait pas se permettre de programmer notre instrument et le rover à l'aveugle sans savoir que tout s'était bien passé le jour précédent, quoi. Donc voilà. Après, au mois de mai, on a un peu réduit la cadence. On est passé en heure terrestre. Alors heure terrestre, en fait, c'est heure de Californie aux US parce que le JPL c'est basé à côté de Los Angeles. Donc ça veut dire que nous, quand tout va bien, on commence à 17 heures. Des fois, quand on est hyper chanceux que les satellites ils passent un peu plus tôt, ça commence à 15 heures. Des fois, ça commence à 23 heures, à minuit, etc. Donc, c'est assez aléatoire, mais au moins, c'est à peu près fixe. Ça change pas de 40 minutes tous les jours. Et on a continué 7 jours sur 7. Et fin septembre, il y a eu la conjonction, c'est-à-dire que entre la Terre et Mars, il y avait le Soleil. Et en général, on évite d'envoyer des commandes au rover quand Mars est derrière le Soleil, parce qu'on a peur que les commandes soient pas très très fiables. Et en octobre, on a repris et là, on a commencé à perdre le dimanche. Donc, on travaillait plus le dimanche. C'est-à-dire que le samedi soir, on programme notre instrument pour les 2 jours à suivre. Donc, le rover, lui, continue de travailler 7 jours sur 7. Mais nous, maintenant, à l'heure actuelle, on pilote le rover du lundi au vendredi et on peut profiter de notre week-end. On peut venir à Astroverne, par exemple, et ce qui est bien. Et on a aussi gagné en efficacité avant les jours ce qu'on appelle faire les opérations. Donc, c'est programmer l'instrument et le rover. Avant, ça durait 14 heures, même 16 heures au tout début. Maintenant, là, il y a marqué 8 heures, mais en fait, c'est 7h30. Donc, c'est beaucoup plus simple. On commence à 17 heures, à 1 heure du matin. Je suis au lit maintenant, donc c'est bien. Donc ça, c'est un exemple au CNES. Alors, on fait ça au CNES parce que, je disais, il faut des ingénieurs et des scientifiques. Les scientifiques, on regarde les données qui arrivent, on regarde la composition chimique, la composition minéralogique, est-ce que ça répond à la question, etc., etc. Et il y a aussi le scientifique qui va choisir la roche ou les roches qu'on va analyser le lendemain. L'ingénieur, lui, côté analyse des données, il va regarder que l'instrument, il s'est mis on, il s'est mis off correctement, qu'il a exécuté les commandes aussi dans les temps impartis, qu'il a pas mis beaucoup plus de temps que prévu, etc. Et il y a un ingénieur aussi en côté uplink, donc pour envoyer les commandes au rover. Et ça, donc il y a le scientifique qui choisit la cible, il va dire on va faire tant de points, on va espacer chaque point comme ci, comme ça. Et ça, c'est transformé vraiment en ligne de commande par l'ingénieur. L'ingénieur, il va aussi s'assurer qu'on commande pas n'importe quoi au rover à l'instrument, être sûr de pas tout casser. Donc voilà, donc ça se fait au CNES parce que les ingénieurs, c'est des ingénieurs du CNES. Et voilà, ça ressemble à ça. On est tous ensemble. Donc en général, c'est un beau travail d'équipe. On est souvent assez nombreux. Alors ça date un peu. C'était à l'époque où on devait porter le masque. Mais c'est bien parce que c'était un moyen aussi parce que donc ça se passe à Toulouse parce que c'est à Toulouse vraiment où on a construit l'instrument. C'est la maison mère, c'est Toulouse. Mais on a des équipes scientifiques à Paris, à Lyon, à Grenoble, à Nancy, à Bordeaux, etc. Et il y a quelques Européens avec nous. Il y a des Espagnols, il y a des Allemands. Et du coup, pour faire les opérations, ils venaient à Toulouse, ils venaient au CNES. Et comme ça, au moins, on était tous ensemble. Et voilà, c'était une belle aventure. Et voilà, c'est fini. Là, c'est une photo de l'équipe. Alors presque toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas tout le monde. Mais voilà, l'équipe à Toulouse avec Sylvestre qui a pensé à Chemcam il y a 20 ans. Sylvestre et Olivier. Donc c'est eux vraiment, c'est grâce à eux qu'on a des instruments comme Chemcam et Supercam sur Mars. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Agnès. Ça y est, là on a marché sur Mars. Hier on était confinés pour essayer d'aller sur Mars. Là on a marché. Merci beaucoup, c'était génial. Est-ce qu'il y a des questions? Alors pareil, pour les gens qui sont dans les gradins, si vous avez des questions, descendez. Allez-y. Profitez-en. Alors déjà, super, merci pour tout, c'était génial. J'aimerais bien savoir, en fait, après tout ça, finalement, si vous avez fait des découvertes inattendues. Oui, alors inattendu, ça dépend beaucoup du point de vue. Moi, je vais vous donner mon point de vue à moi. Alors avec Curiosity déjà, donc avec le rover d'il y a 10 ans, on en a fait plein. Et moi, la première découverte inattendue qu'on a faite, c'était vraiment, on était encore au JPL parce que c'était il y a 11 ans. Et du coup, les 3 premiers mois, on vivait aux horaires martiens. On était vraiment tous sur place aux US. Et un jour, on a obtenu un spectre
qui avait pas du tout la même signature que d'habitude, et c'était une signature d'un minéral que on avait. Alors c'est pas qu'il existe pas, mais on l'avait jamais vu vraiment clairement sur Mars. Et on le voit partout sur Terre. Hein. C'est pas un minéral sensationnel, mais ça c'était quelque chose d'assez inattendu. On n'en avait jamais vu des aussi gros sur Mars. Avec Persévérance, je pense qu'on en a fait plein. Déjà, ce cumulat très très riche en olivine, on s'y attendait vraiment pas. Même si d'après les données orbitales, on savait que c'était quelque chose de type signature olivine, mais on pensait pas avoir des olivines aussi grosses. Et justement, c'était tellement inattendu qu'on comprend pas qu'est-ce que ça fait là. Et aussi, parce qu'on a quand même atterri donc dans le fond du cratère, qui a accueilli de l'eau pendant des millions d'années. Et on s'attendait pas à avoir des roches magmatiques peu altérées en fait. Les roches, elles sont presque comme si il y avait pas eu d'eau à cet endroit-là. Donc ça, on l'a pas encore compris. On sait pas si c'est qu'en fait il y avait une autre partie de roche au-dessus au moment où il y avait de l'eau, et après le vent a fait son travail, a excavé les roches, et là on a des roches à peu près fraîches, ou si ces coulées ont eu lieu après que l'eau soit partie. Ça doit pas être ça parce que l'activité volcanique de Mars s'est éteinte il y a vraiment longtemps. Mais ça, on en saura plus justement quand on ramènera les échantillons sur Terre. On pourra les dater un petit peu mieux. Après, on a fait d'autres découvertes quand même. Vous avez peut-être vu, il y a eu comment on appelle ça, une sortie médiatique il y a quelques jours. Sur des molécules organiques sur Mars. Alors les molécules organiques, c'est vraiment pas du tout forcément lié à la vie. Et d'ailleurs l'article scientifique le dit bien, mais les médias ils exagèrent toujours un petit peu. Et voilà. Mais on a vu quand même plein de signatures, ce qu'on appelle de la fluorescence. Alors ça c'est pas avec Supercam, hein, c'est avec l'instrument Sherlock qui est au bout du bras. Et de signatures de molécules organiques. Alors ça peut être fait par les roches, hein, ça peut être certains éléments qui sont dans la molécule qui font que ça fluoresce, etc. C'est pas forcément lié à la vie, mais c'est quand même quelque chose d'assez, en tout cas c'est prometteur pour les retours d'échantillons. Là, on est sur le delta. Il y a beaucoup de débats dans l'équipe. Comment s'est formé le delta? Est-ce que c'était une rivière avec un flux très fort, ou est-ce que c'était plutôt un méandre, etc. Et voilà, tout est assez surprenant en fait comme résultat, parce que malgré l'idée qu'on a du site d'atterrissage grâce aux données orbitales, quand on arrive sur place, déjà on regarde pas du tout à la même échelle, et on fait toujours plein de découvertes. Alors on n'a pas découvert des martiens, mais on fait plein de découvertes auxquelles on s'attendait pas, et les observations qu'on fait sur place, ça nous fait poser de nouvelles questions en fait, auxquelles on aura peut-être la réponse dans 10 ans avec la mission prochaine, mais voilà. Combien est-ce que ça a coûté la mise en place des missions Curiosity et Persévérance? Donc la fabrication des pièces, l'envoi sur Mars, l'atterrissage, l'observation depuis le début en fait. Alors ça, c'est une très très bonne question. Et alors je pense je cherche quelqu'un dans le jury. Je pense que c'était autour de 5 milliards d'années, 5 milliards d'euros, pardon. Persévérance, le coût global. Et alors même si je peux me tromper dans le chiffre, parce que c'est pas une info que malheureusement je la retiens pas très bien, mais c'était l'équivalent d'une place de cinéma par Américain. Le coût de la mission. Donc fabriquer le rover, fabriquer les instruments, etc. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Mais, voilà. Et je pense que Curiosity, c'était à peu près peut-être un peu plus cher, parce que Curiosity, il a fallu mettre en place le châssis, alors que pour Persévérance, on a réutilisé un châssis existant. Mais je pense que c'est à peu près le même ordre d'idée. Ouais. Il y a une question derrière. Oui, bonsoir. Je voulais savoir avec quelle énergie ça fonctionne, ces robots. Enfin, c'est pas des robots, je sais pas comment on les appelle. Ouais, c'est des robots. Alors Curiosity et Persévérance, ils utilisent une pile nucléaire. En fait, c'est la désintégration radioactive qui crée de la chaleur, et cette chaleur, on la transforme en énergie.
Les robots précédents, donc en 2004-2006, là, Spirit Opportunity, eux, ils fonctionnaient encore avec des panneaux solaires, mais ils étaient beaucoup plus petits. C'est vrai que j'ai pas montré l'image de l'échelle, mais Spirit Opportunity, ils étaient peut-être grands comme ça. Et Curiosity, Perseverance, ils font 2 mètres de haut, ils pèsent 1 tonne. Donc c'est des gros engins, c'est l'équivalent d'un petit SUV, par exemple. Et si on avait gardé cette façon d'avoir l'énergie par les panneaux solaires, soit il aurait fallu des panneaux hyper grands et du coup on n'aurait pas pu se déplacer, ou on aurait pu avoir des panneaux peut-être corrects, mais dans ce cas-là on n'aurait pas pu avoir d'instruments scientifiques qui suivent derrière, quoi. Donc voilà, d'où le choix de la pile atomique. L'intérêt de la pile atomique, c'est que on n'est pas trop limité en temps. Par exemple, Curiosity, ça va faire 11 ans. Quand il y a des panneaux solaires, un des problèmes des panneaux solaires, c'est qu'au bout d'un moment, ils finissent par être couverts de poussière. Et même quand il y a des petites tornades de poussière, tout, des fois ça peut, en fait, c'est bien ou pas bien. Des fois, ça recouvre les panneaux solaires de poussière, ou des fois, ça les nettoie. Mais comme le rover Zhurong, lui était plus petit, il utilisait les panneaux solaires. Ils l'ont mis en hibernation avant de rentrer dans la période où il y a beaucoup de tempêtes de poussière sur Mars, mais il s'est pas réveillé. Alors parce que des fois, si on l'éteint trop longtemps, après les batteries elles sont à plat et voilà. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Effectivement, c'est fascinant de voir l'exploration de Mars, etc. Mais finalement, à l'échelle humaine, qu'est-ce que ça nous apprend sur notre propre évolution, existence? C'est un peu cette question-là. Quel est le lien, en fait, finalement, avec une planète aussi lointaine et notre environnement actuel ou celui qu'on a pu connaître? Alors, je pense qu'il y a plusieurs liens. Après, bien sûr, ça dépend de l'intérêt de chacun et on va pas faire un lien forcément direct. Mais les roches qui sont sur Mars, elles sont anciennes de plus de 3 milliards d'années. Et ça, c'est des roches que sur Terre, on n'a pas accès. Et du coup, si on comprend comment se sont formées les roches, déjà de Mars, on comprend déjà un peu mieux comment pouvait être notre planète à nous il y a 3,5 milliards d'années. Bien sûr, on fait l'hypothèse que l'évolution des planètes telluriques est à peu près similaire d'une planète à l'autre. Ça, déjà, c'est quand même une hypothèse non négligeable. Et aussi, comme nous, on sait que les premières traces de vie, elles datent de 3,7, 3,5 milliards d'années. C'est pile les roches qui sont à notre disposition sur Mars. Donc, en fait, on veut essayer de répondre à la question que l'humanité se pose un petit peu depuis le départ. C'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur notre planète? Donc, on cherche pas le martien vivant sur Mars, ça c'est clair. Mais on essaye de comprendre est-ce qu'elle a pu se développer sur Mars, là c'est sur Mars, mais on se pose les mêmes questions sur les satellites des planètes géantes qui sont recouvertes de glace avec des océans. On veut essayer de connaître est-ce qu'il y a de la vie ou est-ce qu'il y a pu y avoir de la vie sur ces autres planètes. Et simplement, ça c'est vraiment la grande question de l'humanité. Est-ce qu'on est les seuls au sein de l'univers? Une autre question, c'est vraiment là c'est un peu plus direct avec les grands sujets actuels, c'est le changement climatique de Mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant, il y avait de l'eau liquide et tout, donc il y avait une atmosphère beaucoup plus dense. Il y avait des températures sûrement plus clémentes, même si ça, on n'en est pas tous convaincus. Mais en tout cas, l'atmosphère était clairement différente pour retenir de l'eau liquide. Et là, l'atmosphère, elle est partie, il n'y en a plus, presque plus, pas suffisamment pour retenir l'eau. Et vraiment, essayer de comprendre le changement climatique martien, ça va pas nous aider, nous, avec notre problème de réchauffement climatique. Mais quand même, ça nous apprend quand même un peu plus à comprendre ces changements climatiques qui sont là sur toutes les planètes, en fait. Combien vous avez eu d'échantillons jusqu'à maintenant? Alors jusqu'à maintenant, on a en tout, je crois qu'on en a 23. Il y a 7 roches qu'on a forées en double. Il y en a 3 autres qui sont uniques, 3 échantillons vraiment uniques qui sont dans le coffre du rover. On a 2 échantillons de sable, un échantillon d'atmosphère et le reste quelques échantillons témoins. Voilà. Donc vraiment des échantillons uniques. On en a 10 roches différentes et un peu de sable et un peu d'atmosphère et des échantillons témoins. Voilà. C'est pas des kilos de roches, sachant qu'un échantillon, c'est entre 5 et 10 grammes. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Après, on se battra pour les analyser sur Terre.
Bonsoir et merci encore pour la conférence. Je voulais savoir si il y avait une distance approximative que Persévérance est censé parcourir et s'il y avait un point d'arrivée qui est prévu ou ça se décide au moment même. Ouais. Alors la distance, enfin le nombre de kilomètres parcourus, on n'a pas un chiffre à faire. Par contre, effectivement, l'objectif principal, vraiment, c'est de sortir du cratère. Parce qu'en fait, au moment du choix du site d'atterrissage de Persévérance, il y a plein de critères scientifiques et techniques à prendre en compte. Et notamment, G0, il a été choisi parce que déjà, le cratère en lui-même était très intéressant. Mais à la sortie du cratère, il y a des roches vraiment hyper anciennes et notamment des roches remaniées, etc. Donc dans ces roches remaniées, il y a vraiment des roches genre, les plus anciennes qu'on ait jamais pu analyser sur Mars. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de sortir du cratère et c'est des terrains qui seraient un peu moins escarpés que le delta. Et du coup, il faut, maintenant qu'on a commencé à grimper le delta, enfin qu'on est même sur le delta maintenant, il faut absolument sortir du cratère pour pouvoir donner tous ces échantillons à l'atterrisseur pour le retour d'échantillons. Donc le nombre de kilomètres, c'est un peu lié, enfin, mais on n'a pas un chiffre parce que ça dépend si on fait comme ça ou si on fait comme ça. Mais le lieu, ouais, il est assez. Alors c'est pas on a une zone sûrement très grande, quoi, mais on veut sortir du cratère pour sûr et aller voir quelques zones déjà identifiées depuis 4-5 ans. Là, on veut y aller, ouais. Ça, c'est l'objectif principal. Bonsoir. Vous avez dit que l'atmosphère du coup de Mars s'est affaiblie et ne peut plus retenir l'eau. Est-ce qu'on peut penser qu'à une échelle bien plus grande, elle puisse se reconstituer, on va dire, et que l'eau puisse de nouveau être retenue et de nouveau être présente? Alors, moi, je vais essayer de répondre, mais c'est pas du tout mon domaine de recherche et je suis pas du tout physicienne. Je pense pas que ce soit faisable parce que en fait le Mars a plus du tout de champ magnétique autour d'elle et le champ magnétique le champ magnétique il se crée par le noyau interne des planètes qui est liquide et qui tourne d'une certaine manière, ça crée ce champ magnétique. Sur Mars le noyau interne il s'est refroidi, du coup il s'est solidifié, il y a plus du tout cette dynamo qui permettait d'avoir le champ magnétique. Du coup, il y a l'atmosphère de Mars, elle est quand même érodée. En fait, elle se fait arracher par les particules qui viennent du Soleil, en fait. Donc, je pense pas. Enfin, je crois que c'est le fait qu'il y ait plus le champ magnétique. Il me semble que certaines missions orbitales ont montré que c'était pas l'ultime cause, c'était pas la cause unique de la perte de l'atmosphère. Mais je pense pas qu'on puisse récupérer l'atmosphère à cause déjà du fait qu'il y a plus le champ magnétique, il y a plus l'effet dynamo de la planète. Mais bon. Je me trompe peut-être que si on venait et qu'on plantait plein d'arbres et tout. Mais non, je pense pas. Et on va prendre la dernière question avant les échanges autour de la buvette. Et bonsoir, j'avais une petite question. À part l'olivine, qu'est-ce que vous avez trouvé comme minéraux sur Mars? Alors on en a trouvé plein. On a trouvé un peu donc pour ceux qui connaissent un petit peu les roches magmatiques, on a trouvé l'olivine, on a trouvé des pyroxènes qui sont les deuxièmes types de minéraux à se former après l'olivine. On a trouvé tout ce qui est les feldspaths, qui sont les minéraux qui se forment encore après, quand le magma il a le temps de refroidir un peu plus tranquillement. Donc ça c'est pour les minéraux primaires, donc vraiment les minéraux qui se forment dans les coulées de lave, etc. Après on a quand même trouvé quelques signatures minéralogiques de ce qu'on appelle les minéraux secondaires, donc des minéraux qui se forment quand les minéraux primaires sont en contact avec de l'eau, par exemple, ils commencent à se dissoudre, ils vont créer d'autres minéraux. Donc ça, on a trouvé des sulfates, des phosphates, des sels. On a trouvé des sels. On a trouvé ce qu'on appelle des serpentines, ces olivines qui se transforment au fur et à mesure en serpentines, un peu des olivines hydratées, si tu veux. Enfin, voilà, on a trouvé une bonne diversité de minéraux et je pense qu'en 2 ans de mission avec Persévérance, je regarde si on n'a pas trouvé tous les minéraux qu'on avait vus avec Curiosity. Avec Curiosity, il y en a qu'on n'a pas encore vu avec Persévérance, mais c'est deux contextes géologiques très différents. Ceux qu'on n'a pas vus encore avec Persévérance, en fait, je suis pas trop sûre qu'on les voit un jour.
parce que c'est des contextes différents et ce serait étonnant qu'on les voit. Ouais. Un grand merci Agnès pour cette belle conférence. Merci à vous.